sont incontournables, parfois indécis, lorsqu'il s'agit d'exercer leur droit de vote. Ils comptent pour toute nation et ils n'imaginent pas le poids de leur voix. Le 2 septembre prochain, la Côte d'Ivoire sera aux urnes. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes iront aux urnes pour les élections locales et régionales qui comportent de nombreux défis sociopolitiques. La participation active des citoyens dans ce processus démocratique est essentielle. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 4 intervenants pour un sujet, pour une question. Participation citoyenne, gage pour des élections apaisées. Pour ce débat politique, je vous présente le docteur Nénébi Arsène. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Eliane. Alors, vous êtes docteur conseiller expert droits de l'homme, c'est bien cela, au CNDH. Bienvenue sur ce plateau. Merci de nous avoir conviés. À vos côtés, un sociologue qui est un habitué de ce plateau. Bonsoir, Gislain Koulibaly. Bonsoir. Alors, vous êtes sociologue et expert en genre. C'est exact. Merci d'être parmi nous. Professeur Simplice Dion, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes philosophe politique. C'est bien cela. Et vous insistez là-dessus. Philosophe politique. Merci d'être là. Merci. Alors, un débat en 2023, l'année de la jeunesse sans un jeune. Merci à Ibrahima Diabaté d'être là ce soir. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Vous êtes président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. En effet. Mesdames, Messieurs, ce débat est interactif et vous pourrez donc poser vos questions, intervenir et pourquoi pas nous partager ce que vous avez vécu. Il y a un QR code qui apparaît au bas de l'écran. Mais en attendant, nous allons tout de suite retrouver Davis Oyo dans un commentaire sur l'état des lieux. Voter est un droit, mais c'est également un acte citoyen. Il donne la latitude à tout Ivoirien, jouissant de ses droits civiques, de choisir son candidat lors d'un scrutin. C'est un droit fondamental d'expression par la voie des urnes permettant de participer à la vie de la cité. Dans toute démocratie, le taux de participation aux différentes consultations s'avère important et les échéances électorales sont, de tout temps, disputées et parfois très passionnées. Les élections locales et régionales prévues le 2 septembre 2023 sont très attendues par tous les partis et groupements politiques. Qu'en est-il du citoyen ? Il est un acteur clé, il est attendu et doit jouer sa partition. Il a certes des droits, mais il a également des devoirs. Il s'agit pour lui, lors de ce rendez-vous électoral, de se consacrer à un exercice clé pour toute une nation. Et cet acte concourt à l'expression du renforcement de la démocratie. La Côte d'Ivoire a toujours réussi à s'élever et ce vote doit également être celui du civisme, du respect et être une compétition saine où le fair-play sera de mise. Comment y parvenir en prenant en compte la diversité de notre pays et surtout face à ces enjeux sociopolitiques? La participation citoyenne peut être la clé. Cet exercice favorise une expression collective et individuelle et nourrit par la même occasion une décision publique pour une démocratie participative. Merci Davis Soyo pour le commentaire de ce papier libre. Alors, messieurs, vos commentaires après donc, ce que nous a partagé Davis Soyo. Docteur, participation citoyenne. Alors, pour nous, la participation citoyenne est la capacité pour un citoyen ordinaire de prendre part individuellement ou collectivement aux décisions importantes qui engagent la vie de son pays. Il va sans dire que cette participation citoyenne peut s'exercer individuellement ou collectivement. Elle peut aussi s'exercer sous une forme institutionnalisée ou non institutionnalisée. Individuellement, un exemple, le professeur Simplice Dion, qui est philosophe politologue, observe qu'il y a un problème de société majeur. Il voit ce problème, il essaie de faire un écrit, et à travers cet écrit, il fait des propositions constructives. Oui, des propositions constructives aux institutions. Bien sûr. Mais on va en reparler tout à l'heure. Alors, Gislain Koulibaly, le sociologue que vous êtes, nous avons suivi ensemble ce commentaire, ce papier libre. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on a entendu ? Oui, j'ai envie de dire que la participation politique est bien plus qu'une obligation
de se rendre aux urnes pour ce qui relève des différents pays en Afrique. Oui. Et pour moi, la participation politique est plutôt une démarche qui permet aux individus de participer au processus décisionnel et surtout à la construction de la vie politique, économique et sociale. Donc c'est un pilier de notre démocratie. C'est un pilier de notre démocratie. Professeur Dion, la participation citoyenne, comment vous la définissez ou la sentez? Ah non, mais ce qu'ils viennent de dire, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que la citoyenneté Oui. est d'essence capacitaire et participative. Tout citoyen a une capacité d'eux et il doit participer. Parce que le citoyen ne peut pas laisser les choses se faire sans son avis. Il y a un bonheur collectif à construire. Mais on ne peut pas construire ce bonheur sans lui. Il faut l'entendre, il faut l'écouter, il faut lui demander quel type de bonheur il veut pour lui et pour les autres parce qu'il n'est pas seul. C'est à ce moment-là que sa participation est exigée. Mais si vous ne participez pas, si vous ne vous informez pas, si vous ne contribuez pas au débat public, si vous n'allez pas choisir ceux qui doivent vous diriger, vous gouverner, c'est-à-dire ceux qui doivent faire votre bonheur, mais quel type de citoyen êtes-vous? On décidera pour vous. Or, en démocratie, c'est vous qui décidez de votre destin. Voilà le sens de la C'est citoyenneté. vous qui décidez de votre destin. Président Ibrahim Diabaté, alors, pour vous, la participation citoyenne, surtout, je le rappelle, c'est l'année de la jeunesse en 2023. Non, moi je pense qu'elle a été clairement définie tout à l'heure. Et les jeunes que vous êtes? La participation citoyenne prend en compte donc l'engagement Oui. donc actif d'une personne, d'un individu envers sa communauté, mais un engagement surtout volontaire. Tout à l'heure, donc, le représentant du CNDH faisait état de ce que cette participation peut s'exercer individuellement ou de manière collective. Et nous avons donc assisté à un reportage tout à l'heure qui a été présenté par vos équipes. Moi, je pense que le reportage prend en compte un pan de la participation citoyenne qui est l'engagement politique. Il ne faut pas donc balayer du revers de la main d'autres pans de cette participation-là, qui peut être donc l'engagement au sein des associations, Oui. l'engagement de tout individu envers sa cité. Donc, c'est de rappeler surtout que nous avons des droits, mais nous avons également des obligations envers la cité qui peuvent donc s'exercer au niveau donc du droit de vote, se matérialiser par le droit de vote, mais également par d'autres actions qui sont des actions d'intérêt public. Tout en rappelant que le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Alors, messieurs, moi, j'ai une question pour tous les quatre. Est-ce qu'il y a des obstacles? Quels sont les obstacles, s'il y en a, bien sûr, en ce qui concerne la participation citoyenne? Alors, si je fais la lecture sous le prisme du genre, j'ai envie de dire que cette votre secteur. participation citoyenne peut être entravée par les stéréotypes de genre. Prenons par exemple les statistiques. Si on prend le SGPH, le dernier 2021, Oui. aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand on regarde du côté des femmes, on a 47% de femmes. Et nous avons 75% maintenant, puisque le SGPH 2014, on était à 77% de jeunes, mais aujourd'hui, on a 75% de jeunes à peu près. Alors, quand on regarde les stéréotypes de genre vont annihiler, par exemple, la participation citoyenne active et responsable des femmes à certains postes de décision ou à certaines sphères de prise de décision. J'en veux pour preuve les statistiques que nous avons. Si nous prenons le cap de 1960 jusqu'à 2023, prenons tous les gouvernements qui se sont succédés, on n'a pas encore atteint 30%, par exemple. Ce ne sont pas des postes électifs. Non, ce sont des postes nominatifs. Mais quand on prend les postes électifs, au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, depuis 1995, la conférence de Beijing à aujourd'hui, on n'a pas encore atteint le cap des 15%. Voyez-vous, donc pour dire qu'il y a des défis sociologiques et la construction socio-culturelle du statut de la femme qui renvoie à son rôle reproductif, communautaire ou même post-productif, la femme est beaucoup plus invisibilisée dans tout ce qui est prise de décision, par exemple. Ce sont des défis. Ce sont des défis. Alors, docteur Nénébi, quels pourraient être justement les obstacles pour une participation citoyenne? Et comment on les surmonte s'ils existent? Alors, déjà, je pense qu'il y a
l'ignorance par les citoyens d'un certain nombre de mécanismes existants leur permettant d'exercer leur participation, qui, je le rappelle, et vous l'avez dit tout à l'heure, est un droit. La participation dans notre pays est un droit. Sauf que quand vous prenez par exemple le mécanisme qui existe au sein de la Commission d'accès à l'information aux documents d'intérêt public, KIDP, qui permet à un citoyen habitant la commune de Cocody, par exemple, de pouvoir interroger le maire de Cocody sur le budget de la commune qui a été affecté à X ou Z domaine, le citoyen ordinaire ne le sait pas. Et pourtant, ce n'est pas faute de communication de la KIDP. Oui, je suis totalement d'avis avec vous, et c'est là aussi que je dis quelque part, les citoyens ont aussi leur part de responsabilité, et peut-être aussi qu'il faut que la KIDP, qui fait déjà suffisamment, puisse davantage multiplier les actions de sensibilisation. Au-delà de cela, je pense également qu'il y a une sorte de méfiance des citoyens vis-à-vis des institutions ou vis-à-vis de la chose politique à proprement parler, eu égard à l'histoire récente passée de notre pays qui, du point de vue électoral, a endeuillé le pays. Mais alors, professeur, et je vous poserai la même question, docteur Nenebi nous parle justement d'un passé, mais est-ce qu'il faille rester sur ce passé par rapport justement à ce qui pourrait être obstacle à l'engagement citoyen et surtout à la participation citoyenne, professeur? Ah non. D'abord, on sort de crise. Oui. Mais c'est normal qu'un pays vive la crise. Ce qui n'est pas normal, c'est que la crise devienne le destin d'un pays. Quand on vit la crise, on en sort, mais on en sort et on transforme cela en défi. Et c'est ça qui doit nous arriver. Comment on fait en sorte que ce que nous avons vécu et qui ne nous a pas permis d'arranger notre vivre en commun citoyen, comment on fait en sorte pour que ça soit amélioré? La deuxième chose que Nenembi dit, qui est fondamentale, c'est l'éducation à la citoyenneté. Il faut peut-être travailler sur cet axe-là. Il faut qu'on éduque les gens à la citoyenneté. Ils savent qu'ils sont dans un État, ils savent qu'ils ont tous les papiers nécessaires, ils ont la carte d'identité, ça s'arrête là. Mais pour eux, c'est tout. Moi, j'ai ma carte d'identité, le reste, là, je m'en fous. Mais pourquoi cet état Non, d'esprit? mais parce qu'ils ne sont pas... Ils ne savent pas ce que ce statut juridique leur confère. Voilà. Et il faut qu'on les éduque à cela. Alors, justement, il faut les éduquer à cela. Alors, vous êtes jeune. C'est vrai qu'il y a 75% de jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qui est fait, justement, pour que ce dont nous parlons aujourd'hui, l'engagement citoyen et tout ce qui est participation citoyenne, soit pris en compte par les jeunes? Non, moi, je pense qu'il y a déjà des mécanismes existants. Donc, les tests pour encourager... nous avons vu dernièrement qu'il y a un projet de loi aujourd'hui, de loi d'orientation sur la jeunesse, qui viendra donc acter même le principe de représentativité des jeunes au sein des instances de prise de décision, mais également la participation des jeunes aux assemblées élues et les assemblées électives, mais également la représentativité des jeunes dans tout ce qui sera donc mission ou encore représentation de la Côte d'Ivoire au niveau international. Mais vous avez relevé un point qui est très important tout à l'heure. J'ai compris sur ce plateau effectivement que la crise que nous avons connue donc 2010-2011 a impacté durablement la perception de la communauté. Je m'exprimerai donc en tant que jeune sur ce point. Il faut dire que quand on prend ces dernières élections, donc surtout les élections municipales en 2013 et les élections de 2018, en 2013 je pense qu'on était à 36, un peu plus de 36% de taux de participation. En 2018, quand on parvient, on a un peu plus de 10% en plus, donc ça veut dire qu'on est autour de 47%. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience progressive et je rejoins donc le professeur Dion qui disait tout à l'heure que le destin d'un pays ne se résume pas à la crise. Et le tout dans un pays, c'est de tirer les leçons donc, de ce qui a été mauvais, mais également de pouvoir travailler pour ne plus que donc, ces événements moins heureux là se reproduisent dans l'État et donc dans nos communautés. Et je pourrais terminer là-dessus sur les difficultés, bien entendu, qui freinent donc l'engagement des jeunes au cours des différents processus qui sont enclenchés. Pour moi, le premier point à relever, c'est
le fait pour les politiques donc de désarmer leur langage. Vous savez, on a connu une crise, mais aujourd'hui, nous allons à des élections. Est-ce que les politiques vous obligent les jeunes à reprendre ce qu'ils disent? Non, pas qu'ils obligent, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous avons été habitués, c'est de plus en plus maintenant, ces dernières années, que les indépendants essaient d'émerger. Ça, c'est un autre problème. Non, mais ce que je dis, c'est que nous avons été, nous avons été éduqués, nous avons été habitués à un processus classique qui ramène le militantisme politique et un militantisme au sein d'une formation politique. Donc il y a des partis traditionnels que nous connaissons, je ne me permettrai pas de les citer. Mais quand un homme politique au nom d'une chapelle donc, se présente auprès d'une population, bien entendu, en principe, c'est de lui dire ce qu'il prépare pour cette population, c'est de partager son offre politique. Malheureusement, on assiste à parfois donc, des messages qui sont lancés et qui n'ont rien à voir avec des propositions concrètes à l'endroit des jeunes. Je pense qu'il a lieu donc de désarmer donc, les mots envers la population, mais également il a lieu de proposer concrètement ce qui pourra faire évoluer donc, la cité. Nous reviendrons justement sur les propositions et sur ces éléments lorsqu'il s'agira de l'acte 3. Mais monsieur Coulibaly, juste après, je prends une question. Oui, rapidement. Moi, je voudrais revenir sur un élément qui me semble fondamental. On parle de participation citoyenne. Mais cette participation citoyenne qui renvoie à l'engagement permet justement aux individus de participer aux espaces de dialogue social qui existent, participer à la planification du développement, au suivi et évaluation du développement. Alors, le défi que moi je relève, c'est le défi de compétences techniques. Tout à l'heure, le professeur disait, attention, on a cette citoyenneté qui est individuelle, mais qui est aussi collective. Est-ce que nos organisations de la société civile aujourd'hui ont les compétences pour conduire le plaidoyer et surtout faire du contrôle citoyen de l'action publique? Ce sont aussi des défis qui freinent pour moi cette participation responsable et active des individus. Merci, M. Coulibaly. Je vais prendre une question. Après, je voudrais vous entendre sur ce point, parce qu'il y a quand même, vous faites de la sensibilisation, de la formation, et vous également. Je vais prendre une question parce que nous sommes suivis. Alors, est-ce possible de dissocier, c'est Abdoul de Côte d'Ivoire qui demande, est-ce possible de dissocier la participation citoyenne de la sphère politique en Côte d'Ivoire? Qui se lance? Docteur, est-ce possible de dissocier la participation citoyenne de la sphère politique en Côte d'Ivoire? Alors, de mon point de vue, il est difficile de les dissocier. Pour la simple raison que la politique, d'abord, elle touche à tous les domaines de la vie d'un pays. Et un citoyen qui se refuse à participer aux questions d'ordre politique de son pays, de mon point de vue, ne participe pas de façon active et utile au développement de son pays, tel que le consacre la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement, qui précise justement que la participation citoyenne doit être active et utile. Tout à l'heure, le président de la jeunesse a parlé du fait que les hommes politiques devaient désarmer leur langage. Effectivement, il a raison. Mais en même temps, les jeunes qui l'entendent et qui pensent qu'ils sont obligés de le suivre devraient se rappeler qu'une participation, pour être utile au développement, une participation doit être utile au développement. En exécutant la parole qui est comme un pistolet chargé d'un homme politique, en exécutant, c'est dit, à savoir aller casser ou exercer des actes de violence, en le faisant moi en tant que jeune, est-ce que je participe de façon active et utile au développement de mon pays? De mon point de vue, non. Donc sur cette question, pour moi, il est difficile de dissocier ces deux éléments. Les deux sont intrinsèquement liés de mon point de vue. Voilà on a la réponse pour Abdoul. Il y a une autre question, Ghislain, permettez s'il vous plaît. Pensez-vous que le caractère de la participation citoyenne soit connu par la population? On revient à la formation. Comment les populations sont-elles éduquées à la contribution citoyenne? C'est Moumine Koné qui nous écrit de Côte d'Ivoire. Professeur, je voudrais vous entendre, Ghislain, et après, le président. D'accord, mais il faut identifier déjà ceux qui doivent contribuer à l'éducation citoyenne. Si on laisse le terrain aux partis politiques, mais les partis politiques feront un travail d'instrumentalisation. Parce que les partis politiques s'opposent, recherchent le pouvoir. Donc, tout ce que les partis politiques font sont orientés. Mais il n'y a pas que les partis politiques, il y a l'État qui a une responsabilité à travers tout le système d'éducation. Il y a l'école
Oui. il y a la famille, il y a les médias aussi. Et c'est pour ça que nous sommes là Et et il y a la nous parlons société justement. civile. Donc vous voyez, il y a plusieurs acteurs qui doivent contribuer à le faire. Ce qu'on ne trouve pas dans les partis, la société civile doit pouvoir le faire. Ce qu'on ne trouve pas dans la société civile, les médias aussi doivent pouvoir régulièrement consacrer des émissions Comme celle-là. pour dire, voici comment, quand on est citoyen, on se comporte. Parce que la politique, c'est quoi finalement? C'est la gestion de la chose publique. Vous êtes un citoyen, vous aussi, vous êtes partie prenante de la chose publique. Il y a ceux qui dirigent, comme tout le monde ne peut pas diriger un État. Vous ne dirigez pas, mais vous avez votre voix qui doit compter. Sinon, Oui. votre bonheur se fera sans vous. Monsieur, oui, Justin Coulibaly. Oui, moi, sociologue. je suis vraiment d'avis avec le professeur Dion. Je dirais que la participation citoyenne est un fait social total qui met en branle à la fois la dimension politique, la dimension économique, la dimension sociale, la dimension religieuse. N'oublions pas que nous sommes dans des pays africains qui sont caractérisés par leur diversité. On a des groupes religieux, on a des communautés. Est-ce qu'il n'y a qu'en Afrique qu'il y a des groupes religieux, des Non, communautés? partout. Mais je veux dire que comme nous sommes dans un contexte Oui. africain Oui. et surtout ivoirien, cette diversité, pour moi, doit nous conduire vers une citoyenneté inclusive. Elle doit être inclusive justement pour ne pas marginaliser un acteur ou une catégorie. C'est important. Et pour moi, justement, cette participation politique dont on parle commence. Cette participation citoyenne et politique commence d'abord dans la plus petite unité de la société qu'est la famille. La transmission des valeurs sacerdotales, cardinales, commence par la cellule familiale. Le relais est pris par l'école et les autres groupes de pairs tels que l'entreprise, la société civile et l'État contribuent justement à créer un citoyen modèle, mais un citoyen responsable. Alors, un citoyen modèle, un citoyen responsable, et il y a effectivement Moumine qui a posé cette question de l'éducation. Qu'est-ce qui est fait justement à votre niveau pour partager avec d'autres jeunes ces valeurs cardinales? Non, déjà, avant bien entendu de répondre à votre question, Oui. je voudrais préciser tout à l'heure qu'en faisant cas de ce que il fallait pour les hommes politiques donc, de désarmer donc, leur langage sur le Oui. terrain, nous avons relevé cet état de fait-là au regard, bien entendu, de certains éléments qui nous remontent progressivement. Bien sûr. Exactement. Et donc, bien sûr. il était bien quand même Si, de bien le sûr. mentionner. Alors, en ce qui concerne ce que nous faisons, tout à l'heure, il a été éloquemment précisé sur ce plateau que l'éducation était l'arme la plus puissante qu'il fallait utiliser pour construire, en tout cas, une éducation. Ou encore une participation plus inclusive, une participation citoyenne. Regardez l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne fait un état des lieux de sa situation et se dit comment on a pu, donc, d'un pays assez envié par tous, parvenir à ce chaos total-là. Quand ils ont fait l'état des lieux, ils se sont dit, mais attendez, il faut quand même que notre population soit éduquée. Et le rôle du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est de contribuer aux côtés de tout ce qui est fait par les pouvoirs publics, par les partenaires au développement, c'est de contribuer à l'éducation donc, de la population. Nos pères, du 30 juin au 30 juillet, donc, de cette année, nous avons parcouru 35 départements pour éduquer les jeunes, pour échanger avec les jeunes. Mais c'est l'occasion pour moi de remercier tous les partis politiques, pouvoir et opposition, qui sont prêtés à ce jeu-là également et qui sont associés à nous pour venir parler de leur programme, mais mieux pour venir parler de paix, pour venir parler de contribution des jeunes donc à l'évolution de leur cité. Mais ce qui nous a le plus frappé, c'était le fait pour ces acteurs-là de dire aux jeunes, alors nous avons nos divergences entre nous, Oui. ça qui ne vous regarde pas, mais il faut que vous engagez, en tout cas pour que ces élections se tiennent sans violence. Un autre élément que je veux relever également, c'est que nous avons des localités qui ont été fortement impactées par donc au cours des élections de 2020. Zone un peu rouge. Des zones un peu rouges que nous avons également parcourues dernièrement. Je salue donc le département de Béti et le département de Mbato également qui étaient très engagés là-dedans, qui ont initié des rencontres qu'on appelle donc les rencontres de l'entente pour échanger en langue locale avec les populations, pour montrer également que les uns et les autres devraient donc s'engager pour des élections. Donc beaucoup de sensibilisation. Beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation, Oui. mais également beaucoup de récompenses parce que nous,
nous avons initié un prix spécial cette année, le prix Impact Jeune, pour récompenser les meilleures organisations de jeunesse qui contribueront donc au développement de leur cité, qui contribueront au développement communautaire, qui contribueront au renforcement du climat social. Et cela s'est fait donc avec le programme des Nations Unies pour le développement, le port autonome d'Abidjan et d'autres partenaires également. Président, alors, on a quelques questions. Alors, pensez-vous que le caractère... Non, ça, cette question, on l'a lu. Alors, je vais revenir à mes questions. En quoi la participation citoyenne, messieurs, diffère-t-elle de la simple expression du vote? On dit participation citoyenne, oui, on va voter. Mais et le simple fait de voter, quelle est vraiment, en quelques mots, quelle est pour vous la différence, s'il y en a une, évidemment? Docteur. Alors, de mon point de vue, le simple fait de voter Oui. est un élément de la participation citoyenne. La participation citoyenne est bien plus large. Elle va au-delà du simple fait de voter. La participation citoyenne peut être pour moi, dans mon quartier, nous constatons qu'il y a un problème environnemental, on se réunit de façon spontanée et puis on peut nettoyer le quartier. C'est une forme de participation citoyenne. Oui. On peut multiplier ces exemples-là. Vous partez dans une localité, vous savez, les cadres d'une localité constatent que l'État fait des efforts en telle ou telle matière, mais il y a un besoin. Et ces cadres-là se regroupent pour peut-être donner un puits, qu'est-ce que je dirais, une pompe villageoise au village ou à la localité. C'est aussi une forme de participation citoyenne, parce que le citoyen, au-delà d'attente de l'État, il doit aussi contribuer à participer au développement de son pays. Et donc, au-delà donc de cette question purement de vote, au-delà du simple vote... Vote ou participation citoyenne? Du simple vote, la participation citoyenne va au-delà des élections. Parce que la participation citoyenne est un élément de la participation politique. Exactement. Alors, on va toujours... il y a quelques questions que j'attends de collègues. La même question. Oui, rapidement, parce qu'on va prendre de le dire. quelques On est questions. tous unanimes sur le plateau ici que la participation citoyenne est un pilier de la démocratie, de l'édification de cet État-nation où l'individu, justement, recherche son bonheur. Et donc, chaque fois qu'on va aux urnes, c'est une dimension de la citoyenneté. Mais au quotidien, on fait preuve de citoyenneté pour œuvrer, je dis bien pour œuvrer à la mise en œuvre des politiques publiques qui concourent à notre bonheur et à notre bien-être. Donc, on ne saurait circonscrire la participation citoyenne à une dimension politique. Je l'ai dit, la participation citoyenne est un fait social total du point de vue de Marcel Mosse. Alors moi, je voudrais savoir comment on arrive justement à cette participation citoyenne, parce que là, on est à Abidjan, on pense que tout se résume à Abidjan. On a ces élections qui arrivent, elles sont locales et régionales. Comment justement on permet à ces personnes, hein, ces électeurs des zones rurales, d'exercer leur participation citoyenne? Professeur, qu'est-ce qu'il faut leur dire et comment on procède? D'abord, la chose fondamentale en démocratie, c'est de savoir que ça va être un peu savant, mais il faut que je le dise. Il faut qu'on vous comprenne. Il faut qu'on vous comprenne parce qu'on vous regarde. Démocratie. On est dans la pédagogie du professeur. La traduction quantitative de l'égale dignité qualitative des hommes. Tous les hommes sont égaux en dignité qualitative. C'est pour ça que du point de vue de la quantité, quand nous allons voter, le président de la République a un bulletin. Professeur Dion a un bulletin. Mon mécanicien qui est à Bobo, qui s'appelle Diaguer, il a un bulletin. C'est-à-dire qu'entre le président et lui, entre professeur Dion et lui, il n'y a pas de différence parce que nous sommes égaux. Donc la femme qui est au village, dans le Guémon, à Zouata, qui doit aller voter, quand elle dépose l'urne dans le bulletin, mais elle participe à la vie de la nation. Une seule voix peut faire la différence. C'est fondamental. La deuxième chose,
Nénébi l'a dit tout à l'heure. La citoyenneté, c'est un statut juridique et ça vous confère, il a dit, des droits et des devoirs. Mais de la citoyenneté, il faut sortir ce qu'on appelle le civisme et c'est ce qu'il a dit. Le civisme est le comportement qui accompagne la citoyenneté. Il faut aller aux élections parce qu'on doit choisir nous-mêmes celui qui doit nous diriger. Mais si on vient vous voir et qu'on vous donne un billet de 2000 francs pour vous dire soit de ne pas aller voter, soit d'aller voter tel candidat, mais regardez ce que vous faites. Votre voix qui compte, vous décidez à la limite de marchander la voix et de laisser quelqu'un que vous ne connaissez pas faire votre bonheur. 6 mois après, vous dites, mais on l'a voté, quand on l'appelle, il ne décroche plus. Quand on le salue, il ne répond même pas. On ne savait pas qu'il était comme ça. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir en connaissance de cause qui vous choisissez pour qu'il fasse votre bonheur. Pour qu'il fasse votre bonheur, justement, nous allons passer à l'acte 2 et nous restons évidemment dans le sujet. La citoyenneté, alors que faire justement pour renforcer les institutions? On a parlé de l'engagement citoyen, la participation citoyenne et maintenant la citoyenneté. Que faire pour renforcer les institutions? Docteur, en réalité, quelles mesures les institutions d'une république, Côte d'Ivoire ou ailleurs, devraient-elles prendre justement pour qu'il y ait cet engagement citoyen, pour le soutenir, pour la participation citoyenne, mais là, l'engagement citoyen? Alors, je vous donnerai des exemples concrets de ce que fait le CNDH. Absolument. Tout d'abord, pour la période de la révision de la liste électorale, Oui. le CNDH a initié une campagne de sensibilisation auprès des partis politiques, auprès des jeunes, auprès de certaines communautés, pour inviter les citoyens à s'inscrire sur la liste électorale. Pourquoi? Parce que pour que quelqu'un puisse voter le jour des élections, il faut au préalable que cette personne ait pris le soin de s'être effectivement inscrit quand elle répond bien entendu aux conditions pour être électeur. Bien sûr. Et cela s'est fait dans les 33 régions du pays dans lesquelles le CNDH a des commissions régionales. En dehors de cela, le CNDH a mis en place un programme de coaching des femmes qui sont soit candidates ou des femmes qui sont dans le staff d'une dame qui est candidate, pour n'est-ce pas, les éduquer au droit électoral. C'est une formation, en fait, que ce Tout sont à des fait, des formations. renforcements des capacités. Et on s'est rendu compte, effectivement, que c'était un programme qui était bienvenu, d'autant plus que on a constaté, le manque de connaissances, le manque d'informations de potentiels candidats sur les différentes étapes du processus électoral. Alors, là, moi, je voudrais vraiment vous entendre aussi rapidement sur cette question. Comment, justement, les institutions... Dr Nénébi a donné le cas du CNDH. Comment, vous, à votre niveau, M. Koulibaly, professeur, et vous, président, justement, vous faites en sorte que ces éléments, l'engagement citoyen soit réel? Parce qu'on peut connaître ou savoir qu'il faille peut-être voter, mais c'est un engagement. Qu'est-ce que vous faites concrètement, Ghislain? Oui, alors, au niveau de la société civile, Oui. par exemple, la société civile est un acteur de dialogue politique et social. Ça, c'est un. Et il est partenaire du gouvernement, donc de l'État. Oui. À ce titre, les organisations de la société civile proposent des projets qui viennent accompagner le processus qui est déjà mis en place pour développer une sorte de culture civique auprès des individus, auprès des citoyens. Et donc, c'est justement ces projets-là qui permettent aux citoyens de savoir que c'est d'abord une capacité, mais qui confère justement un droit. Parce que c'est une citoyenneté utile que d'aller voter. Mais s'il n'y a pas de prise de conscience, parce qu'on peut être citoyen et ne pas être conscient des opportunités, des potentialités qu'offre le statut juridique
d'être un citoyen. Et donc, il appartient justement à la société civile de proposer des projets, des programmes pour renforcer cette prise de conscience et édifier les citoyens pour qu'ils passent de cette citoyenneté passive à la citoyenneté active. Alors, donc, c'est de la sensibilisation, c'est de l'éducation. Est-ce que vous le faites parce que vous dites il appartient, est-ce que c'est effectif? Non, c'est effectif. Il y a plusieurs organisations de la société civile qui non seulement forment les communautés à la base, justement pour qu'on ne soit pas dans la belligérance. Et je voudrais saisir l'opportunité pour dire que la participation citoyenne est également gage de prévention des conflits. Parce que lorsqu'on croit en nos dirigeants, parce qu'ils sont légitimes, légaux, et surtout lorsqu'on ne défie pas les institutions, les dirigeants nous sont redevables et on va vers l'apaisement. On va vers l'apaisement. Professeur Dion, quel est votre regard justement sur ce rôle que pourraient jouer les institutions ou devraient jouer les institutions pour cet engagement citoyen? Mais le rôle des institutions, c'est de faire en sorte que, j'ai envie de dire, les citoyens deviennent plus citoyens, pour dire qu'ils deviennent plus actifs. Parce que ce qui fonde la démocratie, c'est les institutions. Et c'est ça qu'on ne comprend pas souvent en Afrique. On ne bâtit pas sur un homme, parce que c'est fragile, puisque l'homme, il est précaire. La démocratie bâtit sur des institutions, de sorte que quand les hommes s'en vont, les institutions pérennes maintiennent la démocratie et la vie continue. Donc, il est important que les citoyens comprennent qu'eux aussi ont le devoir de contrôle de l'activité de l'État. Il faut contrôler. Nous choisissons nos dirigeants, nous les regardons exercer une activité qui est censée faire notre bonheur, mais nous avons le moyen aussi de les suivre et de contrôler. C'est pour ça que moi, on a à l'université de Cocody, au département de philosophie, un cours sur civisme et citoyenneté. Moi, je fais un cours sur Internet et citoyenneté. On va parler. Parce que voilà, par exemple, en termes d'information, qu'est-ce que le citoyen fait de l'information? Comment il passe l'information et comment il juge ceux qui gouvernent? Ça, c'est un point important, surtout que nous sommes à l'ère du numérique. Nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux que parfois on émet des jugements sans savoir même pas de quoi on parle. On parlera d'Internet tout à l'heure dans l'axe 3, justement, le rôle d'Internet, sa force. Je voudrais poser une question donc au président. Cette question vient de Souleymane. Il dit, n'est-il pas nécessaire d'imposer la participation citoyenne à la population pour qu'elle comprenne qu'en démocratie, ce n'est pas la politique qui fait le jeu? Alors, je pense que je respecte l'avis de Souleymane. Je respecte son avis. Sauf que dans certains pays, au regard de la situation, il y a certains éléments qui sont imposés. Quand vous prenez par exemple le Luxembourg, vous verrez que le droit de vote est obligatoire parce que c'est une population qui est assez, comparativement à la Côte d'Ivoire, assez réduite. Et en fonction de leur réalité, ils ont jugé bon donc d'inscrire cela dans leur constitution. Une obligation. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je sais que le vote n'est pas obligatoire. Ce pourquoi nous travaillons, c'est que de manière, sinon de façon volontaire, les uns et les autres puissent se mobiliser autour de cela. Et je pense que aujourd'hui, le défi de tous les acteurs de tous les partis politiques, le défi de toute entreprise, le défi de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes aujourd'hui, c'est de parvenir à une meilleure sensibilisation, c'est de parvenir à toucher donc toutes les populations de sorte à ce qu'on se dise oui, nous avons des droits, mais nous avons des obligations également envers notre nation. Une participation inclusive. Alors justement, vous parliez tout à l'heure d'Internet. Le numérique est notre quotidien. Est-ce qu'il vous fait peur, docteur Nénébi? Le numérique, vous l'avez dit, est notre quotidien. Il a des aspects positifs, mais aussi des aspects négatifs. Et sur la question des élections, vous savez que dans le code électoral et le code pénal ivoirien, il n'appartient pas à une personne de donner les résultats des élections. Malheureusement, on observe que pendant la période électorale, le jour du vote, il y a des citoyens qui publient, soi-disant, des résultats sur les réseaux sociaux, ce qui participe déjà à créer des tensions. Mais avant qu'on arrive justement à ces élections, le numérique au service justement de l'engagement citoyen. D'accord.
En premier, le numérique au service de l'engagement citoyen peut-être a un aspect positif lorsqu'il est utilisé pour éduquer de façon positive les citoyens, mais en même temps, lorsqu'il sert de lieu où on vient faire la propagande de la violence verbale, où on vient appeler les uns et les autres à poser des actes de violence parce qu'on n'est pas d'accord avec X ou Z décision, Oui. on se met en conflit avec la loi et on crée déjà des tensions au sein des communautés. Donc nous voulons ici appeler les uns et les autres à un usage plus intelligent de l'outil Internet pour préserver la paix sociale, pour préserver la cohésion sociale et contribuer à faire en sorte que nous puissions avoir des élections apaisées dans notre pays. Est-ce que vous pensez, M. Coulibaly, Ghislain, que justement cet outil informatique, numérique, les nouvelles technologies peuvent renforcer l'interaction entre les institutions et les citoyens pour l'engagement citoyen? Oui, sans hésitation, je vous dirais oui. Je vous dirais oui parce que aujourd'hui, peut-être le constat que nous faisons malheureusement, bien malheureusement, c'est que les citoyens ont un mauvais rapport à l'usage des réseaux sociaux. C'est tout. Sinon, on parle d'éducation, pourtant. oui, mais les réseaux sociaux, en réalité, s'ils sont bien utilisés, ils peuvent contribuer au changement de comportement social. D'accord? Donc, on s'inscrit dans la perspective du changement de mentalité, changement d'attitude, changement de comportement. Oui, Internet peut être au service de cette participation citoyenne, responsable et active qui contribue à l'édification de notre État-nation. Et comme je l'ai dit, c'est le pilier de la démocratie, c'est le pilier aussi de la stabilité politique. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que l'accès à Internet aujourd'hui est un défi. Vous voyez, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, tout le monde n'a pas accès à Internet parce que les data coûtent cher. Premier défi. Deuxième défi... Pourtant, il y en a qui ont 2-3 téléphones avec oui, mais data. ce n'est pas tout le monde. On ne peut pas aussi regarder la société élitiste. Il faut comprendre qu'on a plus de 35% de taux de pauvreté, mais quand on regarde au niveau régional, on a des pics de 80% de pauvreté. Donc, aujourd'hui, l'accès est un défi, mais la maîtrise, l'utilisation de Internet pose problème parce qu'on n'utilise pas les réseaux sociaux pour aller former les citoyens à leur activité première qui est de bâtir une société égalitaire, une société équitable et inclusive. Donc je pense que les réseaux sociaux, malheureusement, sont très mal utilisés et on a l'impression qu'on a un très mauvais rapport et je n'ai pas envie de dire un mot méchant. Mais on caporalise, on utilise les réseaux sociaux pour développer les contre-valeurs, malheureusement. Je pense qu'il y a une forme de liberté aussi dans l'usage des réseaux sociaux. Mais liberté ne veut pas dire libertinage, malheureusement. On est d'accord, mais quand vous parlez de caporalisation, je voudrais juste comprendre, il y a une liberté, chacun utilise, en termes de liberté, je crois que la AK a pris une loi qui justement, qui doivent pouvoir de façon progressive poursuivre et réglementer. Et puis, n'oublions pas que nous avons quand même aussi la PLCC qui est suffisamment, je pense, aiguillée et formée pour certains contrevenants. C'est pour cela que moi, je milite pour une éducation à l'information et aux médias émergents surtout. C'est fondamental. Les jeunes aujourd'hui ont un rapport très problématique avec le numérique. Ah, il y a un jeune qui est là, il va vous répondre. Il va confirmer ce que j'ai dit. Non, je ne sais pas. Très problématique avec le numérique. Il prendra la parole tout à l'heure. Parce que c'est une technologie. Rien que ça, c'est une technologie. Le numérique ne dit pas faites ceci, faites cela. Le numérique est une technologie. Ce que vous allez en faire, c'est vous qui décidez. C'est pour ça qu'il faut éduquer les gens à cela. Oui, le numérique, pour moi, Internet, c'est un puissant vecteur de revitalisation de la démocratie. Parce qu'on n'est plus à la démocratie athénienne où il y avait quelques citoyens qui pouvaient se réunir pour se parler et décider du sort de la cité. Avec la démographie, on est passé à des populations inestimables et donc on est dans une logique où il faut des représentants. Le problème qui s'est posé dans les démocraties occidentales, c'est que
les populations disent que leurs représentants ne traduisent pas réellement ce qu'ils pensent. Les aspirations. Aujourd'hui, le numérique vient permettre aux citoyens de s'exprimer. On dit qu'on va faire telle œuvre dans une ville, le citoyen peut dire « je pense que ce n'est pas bon de faire ça sur ce site, mais il faut le faire ailleurs ». Après, il ne peut même pas être écouté. Quand on voit tous les citoyens, mais souvent le nombre, c'est ça la démocratie, numériquement, le nombre met la pression. Mais je ne connais pas un homme politique qui ne va pas prêter une oreille attentive à des critiques positives sur Internet. Absolument. Mais quand vous passez le temps à l'insulter, à l'injurier, à le dénigrer, je ne connais pas un homme politique qui va passer son temps à écouter ceux qui l'injurient et qui le dénigrent chaque jour. C'est pour ça que je dis qu'il est important qu'on retourne nos valeurs et qu'on dise aux jeunes, mais pas seulement les jeunes, il y a des gens d'un certain âge. C'est la population. Hein, c'est tout pas, et donc il faut qu'on on ne va pas vous stigmatiser. stigmatiser. Et non, je ne les stigmatise pas du tout. La preuve, sa présence ici et sa façon d'aborder la question montre qu'il n'est pas de cette engeance-là. Donc c'est une manière de dire qu'il faut qu'on fasse attention à l'éducation aux médias, à l'éducation aux réseaux sociaux, parce que ça peut être un instrument fondamental pour asseoir notre démocratie. Président, alors qu'est-ce que vous en pensez justement de cette interaction entre le numérique, les réseaux sociaux, les institutions et l'engagement citoyen? Non, moi je pense que c'est un fait. C'est de savoir que les Ivoiriens, notamment les jeunes, utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour externaliser donc certains besoins, pour également critiquer, pour contribuer. Je disais une fois sur ce plateau que les organisations de jeunesse en Côte d'Ivoire travaillent dans ce sens-là. Les organisations de jeunesse représentent aujourd'hui un nombre très important. 6473 sur toute l'étendue du territoire national, c'est pas rien. Et je pense que le ministère en charge de la communication l'a bien compris. C'est pour cette raison, je pense, demain déjà, il y aura le lancement de l'utilisation saine des réseaux sociaux à l'aune de ces élections-là. Donc, c'est dire que c'est un fait que de relever qu'Internet n'est pas malheureusement utilisé comme nous le souhaitons, n'est pas utilisé de sorte à faire construire, de sorte à mieux faire émerger en tout cas nos sociétés. Et je pense que la responsabilité est partagée. Il faut qu'il y ait en tout cas des mécanismes beaucoup plus inclusifs au niveau local, mais il faut également que les uns et les autres se disent que Internet, il y a un peu de tout le monde, ça peut choquer la sensibilité. Nous évoluons dans un pays, dans un état de droit, nous évoluons dans un environnement qui est régi par des textes et par des normes qu'on se doit de respecter, sinon on sera frappé donc par les sanctions qui vont avec. Mais justement, en parlant de loi, parce que c'est vrai que l'Internet aujourd'hui rend tout le monde est député, tout le monde est maire, tout le monde est élu, c'est une réalité, mais est-ce que il n'y va pas aussi de la responsabilité, parce qu'on parle d'éducation, mais est-ce que tous les citoyens ne sont pas aussi responsables ou ne devraient pas être responsables de ce qu'ils postent, docteur? Évidemment, chaque personne est responsable de ce qu'il poste. Et c'est un principe élémentaire en droit. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par qui la faute est arrivé à le réparer. Et c'est d'ailleurs pour cela que le droit ivoirien adresse cette question-là en prévoyant des sanctions pour des personnes qui en feraient un usage tout à fait... En tout cas, qui pourrait causer des problèmes ou... oui, vous vouliez dire... Non, juste pour dire qu'avec l'avènement, par exemple, des réseaux sociaux, on a constaté une montée en puissance d'une nouvelle forme de violence. Ce sont les violences en ligne, qu'on appelle les violences numériques. Vous savez que quand on regarde la stratégie nationale de lutte contre les VBG, on a 6 types de VBG homologués. Mais aujourd'hui, avec ce à quoi on assiste, on fait un plaidoyer justement pour que la stratégie qui date de 2014-2015 soit révisée pour prendre en compte ces nouvelles formes de violence. Parce qu'on ne peut pas accepter que, c'est vrai que Internet est un exutoire, mais que des personnes qui soient peut-être en dépression se mettent sur Internet pour aller développer c'est des paroles sexistes, c'est des violences sexistes à la limite. Et là-bas, le statut social de la femme, malheureusement, est réduit à sa plus simple expression. Et donc, il faut justement qu'au niveau de la ACA, on continue la réglementation, parce que je salue les initiatives du gouvernement qui tendent à baliser et à contenir les dérives
en termes de formes de violence. Justement, comment, vous parlez donc, des femmes, il y a quelques jours, nous étions ici pour parler des 30%. C'est un acquis. Mais comment justement faire en sorte que la diversité soit respectée et qu'il n'y ait aucun groupe qui ne soit marginalisé? On parle des réseaux sociaux, on parle de ce qui peut faire peur, de la violence. Comment justement, vous êtes jeune, comment justement on fait en sorte que tous les groupes soient respectés et aient leur place dans les élections dont nous parlons, la campagne, avant, pendant et après? Non, moi je pense que c'est en ayant des politiques inclusives, tout simplement. Je sais que dans le cadre de l'élaboration donc, du programme jeunesse du gouvernement qui a été élaboré, qui a été adopté par le gouvernement à la suite de l'annonce du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a décidé de décréter donc l'année 2023, année de la jeunesse, il a plu au gouvernement d'inviter tous les jeunes, sociétés civiles, jeunes entrepreneurs, jeunes dans le domaine du transport, et puis après les jeunesses des partis politiques, toutes tendances confondues, pour leur dire, tiens, nous avons une idée, nous voulons la construire avec vous, nous voulons ensemble que nous adoptons un document consensuel. Et il nous a été donc demandé d'aller réfléchir. Et nous, chacun dans sa base, chacun dans sa structure, a consulté jusqu'aux représentants de la localité la plus éloignée. Et à la suite de cela, ce document a été adopté. Et aujourd'hui, c'est un document consensuel, c'est un document inclusif, c'est un document qui relève les réelles aspirations des jeunes parce qu'il a été le fruit de concertation, même dans les contrées, comme je le disais, assez reculées. Il y a un adage qui disait, et je le disais dernièrement, que la beauté d'un tapis se caractérise par la diversité de ses couleurs. Donc il faut qu'on comprenne que les diversités sont une richesse qu'on se doit d'exploiter. Oui. Et il faut qu'on se dise que les diversités ne peuvent que faire avancer notre pays et donc avoir des politiques inclusives qui permettent aux uns aux autres de s'exprimer sont source d'abord de renforcement du climat social, mais également sont source donc de développement. Alors comment on garantit, messieurs, que l'engagement justement citoyen ne devienne pas un outil de manipulation politique et qu'on reste axé sur l'intérêt public, l'intérêt général? Monsieur Coulibaly, professeur, vous réfléchissez. Président, docteur, qui se lance? Professeur. Alors, c'est là toute la difficulté. L'homme politique a son schéma, il a ses objectifs. Si vous vous présentez à lui et qu'il a la possibilité de vous instrumentaliser pour atteindre ses objectifs, il le fera. C'est pour ça qu'on est forcément obligé de revenir à la question de l'éducation et de l'information, pour que chacun sache le rôle qu'il joue dans la cité. Il est un citoyen, et il est un citoyen au même titre que celui qui le dirige. Plus intéressant encore, c'est lui qui choisit celui qui le dirige. Donc il a un pouvoir supplémentaire sur lui. À partir de ce moment-là, s'il se sent seul pour mener un combat, alors il se met avec 2, avec 3, avec 4, et le combat devient collectif. Et quand le combat devient collectif, il y a des chances que le combat-là porte. Quand on est ensemble, il est plus facile de résister à la pression. Et ça, c'est très fondamental en démocratie. C'est fondamental dans la démocratie, docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Le professeur a raison, je pense que c'est complètement aller en combat contre l'instrumentalisation, de sorte que quand nous autres qui sommes enseignants sommes en cours, nous appelons les jeunes à plus de responsabilité lorsque certains hommes politiques en arrivent à vouloir les instrumentaliser. Parce qu'au bout du compte, quand on fait le bilan de cette instrumentalisation, ce sont les jeunes qui sont aux deux bouts du fusil, aux deux bouts au sens où c'est eux qui tiennent, c'est eux qui sont instrumentalisés pour commettre les actes de violence, et au bout, c'est encore eux qui sont massivement les victimes. Alors que les politiques qui réussissent à les instrumentaliser, malheureusement, heureusement pour eux, leur famille, ni le politique en question qui a amené les jeunes à commettre des actes de violence, il n'a été inquiété, aucune personne de sa famille n'a été victime, et malheureusement, nous nous retrouvons, les autres citoyens, à faire le décompte des morts dans nos localités. Alors, est-ce que vous pensez que lorsqu'il y a malheureusement ces débordements, ces dérapages, il y a toujours une instrumentalisation? Il n'arrive pas parfois que certains s'auto-saisissent, entre guillemets, et estiment qu'il faille poser un acte pour faire plaisir à un candidat? Je vous pose cette question. Président. Non, moi je pense que
Les uns et les autres s'orientent de plus en plus vers là où il y a leurs intérêts. C'est comme ça que je veux résumer. Oui. Et aujourd'hui, le défi, c'est de montrer aux uns aux autres, c'est de partager auprès donc, de nos communautés, auprès des populations, que l'intérêt, le réel intérêt, celui dans lequel nous avons le réel bénéfice, celui qui peut nous faire avancer et faire avancer les générations, celui qui peut nous faire avancer nos enfants et les générations futures, j'ai eu envie de dire tout à l'heure, c'est le développement de la cité, c'est le développement de la commune, c'est le développement de la région, c'est le développement même au niveau national. Et ce développement-là ne peut pas se faire en suivant une quelconque instruction d'une personnalité politique qui nous appelle donc à désobéir, à nous en prendre donc aux institutions de la République et aux personnes qui incarnent ces institutions-là. Alors, ça, c'est vrai, c'est un jeune, enfin, on comprend. Alors, quel est votre regard justement là-dessus? Oui, je me dis qu'effectivement, la manipulation politique est une réalité. On ne le nie pas. Mais je pense que les jeunes également se lancent... Est-ce qu'il n'y a que les jeunes? Non, il n'y a pas que les jeunes. Malheureusement, sur le théâtre des conflits, oui. Malheureusement, quand on arrive au décompte macabre, ce sont les jeunes qui justement sont à la tête justement de ces regroupements et autres. Ils payent un lourd tribut. Ils payent un lourd tribut. Et c'est pour cela que moi, je pense qu'il faut parler d'éducation, mais aussi de responsabilité. Parce que si les personnes qui vont vers ces hommes politiques vont pour des opérations de charme, juste pour plaire, malheureusement, c'est à déconseiller. C'est à déconseiller. Parce que pour moi, il a raison. Ce sont des acteurs sociaux qui disposent d'une marge de manœuvre. Ils regardent leurs intérêts et se positionnent. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, c'est vrai que nous sortons de crise, la société ivoirienne est en reconstruction, c'est le relancement de notre économie qu'on a été frappé par la pandémie. Il y a le chômage, le sous-emploi, ce n'est pas toujours évident. Et donc, les opportunités dénommées joutes électorales sont saisies immédiatement par ces acteurs sociaux pour exister. Donc, ce sont des opérations qui sont réfléchies, parce qu'en réalité, la participation citoyenne, c'est une manière de penser, c'est une manière d'agir, c'est une manière de sentir. C'est tout simplement un comportement. Et le comportement qu'ils affichent, pour moi, est bien réfléchi. Alors, nous allons prendre une question de Kamia Isaka. Il nous écrit de Guinée équatoriale. Bonsoir à Malabo et Bata. Alors, quel pouvoir le citoyen a sur un élu après les élections lorsqu'il constate que l'élu ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer? En un mot, quelles sont les voies de recours du citoyen après l'élection d'un maire, par exemple, si ce dernier ne fait pas l'affaire et il ne répond pas aux attentes donc, de ses concitoyens? Oui, moi je l'ai dit à l'entame de ce plateau, j'ai dit, un des défis auxquels on est confronté, c'est le contrôle citoyen. Sinon, lorsqu'on a élu soit un maire ou un président de conseil régional, on l'a élu, je pense, à cause de son projet de société. C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas parce qu'on suit des variables ethniques, etc. Mais il y a le contrôle citoyen qui permet de voir qu'est-ce qu'il avait dit dans son projet, qu'est-ce qu'il devait faire. Donc, on regarde ses projets et on fait un suivi. Mais qu'est-ce que Kamia Isaka demande justement, quand on se rend compte que, justement qu'il n'a pas tenu parole, je résume, qu'est-ce qu'on fait, docteur? Qu'est-ce qu'il peut faire simplement, au-delà du contrôle citoyen, il ne peut qu'attendre les prochaines élections pour le sanctionner. Parce qu'il n'a aucun droit de mettre fin au mandat en cours. Professeur, vous vouliez dire quelque chose? Oui, surtout, ce qu'il dit est important, mais il peut déjà commencer très tôt. C'est-à-dire qu'il n'attend pas simplement les prochaines élections pour aller juste voter, parce que lui, c'est une voix. Et le maire lui-même aura une voix. Donc la voix du maire annule sa voix. Il faut qu'il s'organise déjà en amont avec d'autres personnes pour créer un autre groupe de pression pour que ce maire-là soit tellement instable dans son fonctionnement qu'il comprenne qu'il y a un danger qui le guette. Et vous voyez qu'en cours de chemin, il y a des décisions qu'on peut répondre. Mais s'il n'a pas la pression, s'il n'a pas la pression, mais lui, il a le sentiment que ce qu'il fait est bon. Quand il fait son conseil municipal et que tout le monde applaudit,
Mais il continue. Mais s'il y a 10, 15 dans le conseil qui disent non, nous ne sommes pas d'accord avec cette décision-là, mais il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez, il va rectifier le tir. Pression. Président, qu'est-ce que vous vous dites? Oui, mais moi je pense que c'est une pression positive. Hein. On vient contribuer, c'est ça. Donc tout à l'heure, le docteur parlait donc de contrôle citoyen. Il y a des institutions aujourd'hui qu'on peut saisir pour critiquer une action qui est engagée par un élu local. Et moi je pense que ce sont des mécanismes qui sont malheureusement peu connus en tout cas du public. Je sais qu'il y a des formations là-dessus, mais il nous revient donc de communiquer davantage ou encore de créer, comme le professeur Dion le disait tout à l'heure, des groupes de pression pour éveiller les consciences, pour appeler l'attention donc des uns et des autres sur ce que l'élu devait faire et sur les engagements qu'il a pris et qu'il ne respecte pas. Il vous revient donc de sensibiliser et nous allons écouter justement des Ivoiriens qui se prononcent sur ces élections puisque nous en parlons. Nous écoutons donc dans ce micro-trottoir réalisé par Siaka Kone Ibrahim Touré. Nous écoutons donc les Ivoiriens qui se prononcent. Pour des élections apaisées, moi je prends la résolution de ne pas relayer les fausses informations, les informations à déchirer le tissu social. Je prends la ferme résolution de diffuser des informations dans le but d'apaiser, de pouvoir accepter les résultats qui vont sortir des urnes. Les choses vont d'abord commencer par moi-même. Je dois moi-même d'abord aller voter, par la suite encourager mon entourage, mes proches à aussi aller voter. Il ne doit pas avoir de conflit, tout doit bien se passer. En tout cas, il faudrait que chacun même se dise qu'il a une part de responsabilité à accomplir dans cette histoire. Moi-même, personnellement, je vais d'abord voter et puis galvaniser mes amis, mes proches et puis, bon, chacun de nous, qu'on puisse aller voter. Voilà. Il y a des gens, des gens qui sont prêts pour nous. Il faut aller donner l'occasion de montrer ce qu'ils peuvent faire pour nous autres. Une nation ne peut se bâtir que sur la paix. Une élection, ce n'est pas la guerre. Et pour atteindre cette paix, un élément de 4 lettres, mais qui est le socle, le fondamental de toute nation pour le développement. Et si on va aux élections avec une élection troublée, c'est sûr que la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas les plus belles heures des nations développées. Donc, comme jeunes, nous nous engageons à avoir des élections apaisées, des élections sereines et des élections consciencieuses. Élections sereines, consciencieuses, engagement citoyen, donc impact pour des élections apaisées. Merci à Siaka Kone, Ibrahim Touré et au montage, Ami Sangaré. Messieurs, des propositions de citoyens. Un commentaire là-dessus? Oui, j'ai écouté de très très belles propositions. Faites par des jeunes. Oui, faites par des jeunes. Ah ouais, parce qu'effectivement, c'est la ligne de la jeunesse. Lorsque ces jeunes s'engagent à tourner le dos justement à la violence et surtout à ne pas utiliser les réseaux sociaux de façon négative, c'est à saluer. En tout cas, bravo aux jeunes. Et malheureusement, moi, je crains que les Ivoiriens n'aient pas tiré les leçons, malheureusement, de Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui, je crains parce que chaque fois que nous sommes à l'orée de joutes électorales ou dans les préparatifs, les différents états-majors, justement, s'excitent et ça peut dévier et arriver justement à cette violence. Malheureusement, je regarde la scène politique, le champ politique. Pour moi, un dénominateur commun, c'est la violence. Qu'on ne se le cache pas, chaque fois qu'il y a eu des élections, il y a toujours eu des violences. C'est vrai que le conflit est le moteur aussi de tout développement de la société, mais le conflit dont on parle, ça peut être une divergence d'idées, mais pas arriver au biceps. Et donc pour moi, il faut une véritable prise de conscience et que les gens comprennent qu'ils ont cette capacité de changer leur vie. Ils ont non seulement cette capacité, mais ils ont aussi le droit d'œuvrer à l'apaisement et à instaurer un climat social vraiment sain. Est-ce que ce n'est pas un devoir pour tous les citoyens? Oui, pour tous les citoyens. Docteur, Pour tous les citoyens d'œuvrer à des élections apaisées, sereines, transparentes, inclusives? Évidemment, je pense que On le sait, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement?
On le Qu'est-ce sait. qu'on fait? Qu'est-ce qu'on Et ils fait? l'ont dit, les jeunes qu'on a écoutés tout Oui. à l'heure. Ça commence par soi-même, par la responsabilité personnelle. Qu'est-ce que chacun fait? Il faut que chez moi à la maison, je sois capable d'amener chacun à aller exercer son droit de vote et ne pas empêcher les autres de voter, même si nous sommes d'obédience politique différente. Il faut également éviter d'aller commettre des actes de vandalisme ou de violence autour des lieux de vote ou à l'intérieur des Oui. lieux de vote. Et encore une fois, en écoutant les jeunes, on se rend compte qu'il y a une grosse prise de conscience. Et moi, contrairement à mon collègue, je pense que le climat dans lequel on est aujourd'hui, comparé au climat antérieur, Oui. je ne suis pas inquiet pour le moment. En tout cas, je prie que les politiques continuent dans cette démarche. Il est vrai qu'on a quelques informations plus ou moins inquiétantes qui viennent de la localité de Tia-Salé, mais je pense que les mesures seront prises par les pouvoirs publics pour que, très rapidement, la sérénité, le calme reviennent et que les différentes parties qui seront opposées aux élections puissent faire en sorte que les élections se déroulent de façon apaisée. C'est justement quand vous savez qu'il y a quelques tensions qui naissent, et vous avez un rôle à jouer pour anticiper. Oui, et le Et pour- CNDH le fait déjà. Oui. Le CNDH le fait déjà. Il y a une mission qui ira bientôt dans la ville de Tia-Salé. Mais au-delà de Tiatsali, je parle de façon générale. Je ne Oui, je de n'attise façon- pas une localité. De façon générale, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure au début de l'émission, le CNDH a des représentations dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Oui. Et récemment, nous avons organisé des forums éclatés dans toutes ces localités qui a réuni les partis politiques et le CNDH pour amener les partis politiques à communiquer au sein de leurs formations respectives le langage de la paix, le langage des élections apaisées, en insistant sur la nécessité de recourir aux voies de recours prévues par les textes et non à utiliser la voie de la violence qui, en fin de compte, n'arrange personne, si ce n'est de servir de lit des comptes macabres pour tout le pays. Alors, il y a une question pour vous, professeur. Ah, Oui. Alors, professeur, ne pensez-vous pas que si les hommes politiques sont dénigrés sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils refusent d'écouter les citoyens? Et c'est Ala Roméo qui nous écrit de Côte d'Ivoire. d'accord. Je comprends bien Allah, parce que la colère face à l'indifférence ou à l'outrecuidance, à la vanité de l'homme politique, ça peut nous conduire à des extrêmes. Mais pas le dénigrer. Pas utiliser ce moyen-là Oui. pour le dénigrer ou pour dire des choses qui ne sont pas vraies sur lui. Ce n'est plus de la citoyenneté, j'appelle ça de l'anti-citoyenneté. On est en train de détruire le fondement même de ce qui fait la civilité. J'ai vu une phrase quelque part là que je vais partager avec lui. En fait, il vous regarde. Pour hein. devenir une nation adulte, il faut savoir s'arrêter au feu rouge. Il faut savoir respecter les règles. Mais si vous ne respectez plus de règles, on retourne à un état de nature où chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas ça qui est souhaitable dans une démocratie. Si le maire ou le député ne vous écoute plus, vous avez les moyens, l'occasion de vous organiser pour vous faire entendre, de telle sorte que lui comprenne que à la prochaine élection, il est en danger. Mais pas de se répandre sur les réseaux sociaux de cette façon-là, parce que c'est une manière incivique. Voilà, Une manière de ainsi faire la politique. de faire la politique. Alors, on regarde à travers la ville, il y a des messages, des panneaux. Il y a le médiateur de la République qui a communiqué, il fait de la sensibilisation. Demain, il y a une conférence de presse du ministère de la Communication sur la question des réseaux sociaux. On a vu le ministre de l'Intérieur sensibiliser aussi le corps professoral sur la censure des élections apaisées. Alors, tout ce qui est en train de se mettre en place pour justement ces élections apaisées, est-ce que cela ne vous rassure pas? Moi, j'ai envie de dire... Je voudrais écouter excusez-moi, M. Koulibaly, je voudrais écouter
donc le président des jeunes. Non, moi je pense que si toutes ces entités, si tous ces acteurs très importants de notre communauté, les religieux, les partis politiques, les institutions de la République, également donc les membres du gouvernement se mobilisent pour des élections apaisées, c'est comme pour dire à M. Kader qui est intervenu tout à l'heure dans le reportage que c'est la paix qui est le gage de tout développement. C'est parce que c'est la condition sine qua non de tout peuple qui aspire au progrès aujourd'hui. Et je pense que le médiateur de la République reçoive donc dans ses locaux tous les candidats aux élections et que les uns et les autres viennent main dans la main prendre des engagements écrits pour dire qu'on s'engage pour des élections sans violence. Ce sont des messages forts, qu'il faut saluer. Ce sont des messages que nous souhaitons également dans les contrées reculées. Nous, on l'a fait à notre niveau, au niveau du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Je le disais d'entrée de jeu dans 35 départements. Et on se dit que cette initiative-là doit toucher encore plus et encore dans les canaux, même dans les contrées les plus reculées. Et nous serons disposés donc à accompagner dans cette dynamique, étant donné que nous sommes déjà engagés. Il y a déjà eu des signatures par le passé. Est-ce qu'on peut espérer que ces signatures seront respectées? Dr Nenebi, ces engagements. L'espoir est permis. Nous voulons faire confiance en ces hommes politiques et nous pensons également qu'ils ont l'occasion de démontrer à la Côte d'Ivoire leur disposition à faire de la politique dans la paix, à réserver à la Côte d'Ivoire la paix, à réserver aux jeunes un avenir pacifique en faisant de la paix le socle de toutes leurs actions et également des paroles qu'ils auront à prononcer à l'occasion de ces élections à venir. Alors, l'ANP, donc c'est l'autorité nationale de la presse, il y a 2 semaines, il y a eu un communiqué justement sur des mots, donc intolérance et autres retenus par les hommes politiques, et il demandait aux médias justement de ne pas les relayer. Alors, quel est le message ce soir qu'on peut passer à ces hommes politiques, aux médias également, qui relaient donc pour un environnement apaisé, professeur? Alors, il est important que les médias s'impliquent dans la culture de la paix. C'est un acteur fondamental. Je prends l'exemple d'une télévision, c'est pas vous. On prend une télévision, on fait de la fiction. Si vous ne montrez que des films de violence du matin au soir, quel type de message vous passez aux enfants d'abord et aux jeunes ensuite? Mais si vous ne passez que des films de paix, ce qu'on appelle des paxogènes, quel type de message vous passez? Vous êtes en train de construire des jeunes dans le sens de la paix. Donc, ce que les médias relaient, c'est fondamental. Mais si on passe le temps à relayer ce qui est méchant, ce qui est malsain, ce qui est dangereux pour la cohésion sociale, mais ça s'incruste. Les gens inculquent ça. Ça devient des valeurs pour eux, alors que c'est des antivaleurs. Mais c'est ça qu'ils vont reproduire. Malheureusement, on fonctionne par mimétisme. Les jeunes imitent. C'est comme ça, on est tous passés par là. On appelle ça l'identification. Vous voulez qu'ils s'identifient à quoi? À des valeurs? Proposez-leur ces valeurs-là. Les jeunes vont s'identifier. Mais si vous leur proposez des antivaleurs, ils vont s'identifier à ces antivaleurs. Ils vont dire que nos parents se comportent ainsi, l'État se comporte ainsi, mais si eux se comportent ainsi, pourquoi nous allons nous priver de faire comme? Voilà toute la chose. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans l'élan de ce que Néné disait tout à l'heure, c'est un pays pacifique, ce n'est pas un pays où il n'y a pas de conflit. C'est un pays où les conflits ne dégénèrent pas en violence. Donc, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des divergences dans la société, que les partis politiques s'attaquent, c'est normal. Mais que ça ne déborde pas en violence brutale qui va mettre la société en danger, c'est ça qu'il faut protéger. C'est ça qu'il faut protéger. Justin, je voudrais vous entendre, et après le professeur, justement, sur ces paroles, cette intolérance et des propos qui sont parfois injurieux, qui sont avant d'être relayés, ce sont des hommes, des femmes, en tout cas des potentiels des candidats qui les partagent. Quel message aujourd'hui il faut leur partager? Oui, malheureusement, ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est de dire que toutes les ruptures sociales que la Côte d'Ivoire a connues ont fait émerger une culture de violence. Ça, c'est un constat.
Maintenant, Et comment on en sort? Parce que là, on a fait l'état des lieux. Comment on en sort? Comment on déconstruit cette culture de la violence qui s'est érigée comme une norme de régulation de nos comportements? Les médias doivent s'impliquer, on l'a dit. Pourquoi? Parce que justement, c'est le 4e pouvoir. Et les médias ont un rôle important, c'est l'éducation de nos populations. Donc si les médias prennent conscience qu'il faut justement jouer son rôle, on informe, mais il faut veiller à ce que l'information soit dépourvue de tout déclencheur de belligérance. Ça, c'est un élément important. Mais vous êtes sur ce plateau, justement, on fait ce plaidoyer et on parle à la Côte d'Ivoire. Oui, on parle à la Côte d'Ivoire. Donc, et c'est un plaidoyer que nous faisons pour que, justement, et le professeur Dion l'a dit, pour que les médias s'associent à cet environnement qui est en train d'être créé par l'État de Côte d'Ivoire, par les organisations de la société civile, par les groupes religieux. On souhaite tous aller à la paix et que les élections du 2 septembre ne soient pas une demi-finale pour aller à la finale en 2025. Non. Parce que vous pensez oui, parce qu'on a entendu dire c'est la demi-finale, il faut absolument qu'on ait des circonscriptions pour préparer 2025. Et donc pour moi justement, pas que je suis inquiet, mais comme j'ai constaté de nombreuses années durant que l'Ivoirien ne tire pas toujours les leçons de ce qui nous arrive, donc je dis simplement que nous devons tous œuvrer à instaurer un climat de paix et chaque citoyen doit prendre sa part de responsabilité. Alors, est-ce que vous pensez que 2023, ces élections donc du 2 septembre, les régionales et les locales, sont en réalité la future carte politique de 2025, Dr Nenebi? Est-ce que ça dessine 2025? Alors, ou pourrait dessiner 2025, je préfère le dire ainsi. Je pense que dans un premier temps, on pourrait penser, de mon point de vue, ça ne dessine pas forcément 2025. Pourquoi? Parce que une élection se gagne par l'inscription des électeurs, de ces militants, sur une liste électorale. Il vous souviendra que lors de la période de la révision de la liste électorale, certains partis politiques ont boycotté cette phase-là. Donc, évidemment, de mon point de vue, les élections qui auront lieu en septembre prochain, ces partis politiques risquent de ne pas avoir des résultats, du moins pas risquent, auront des résultats à la mesure de la mobilisation de leurs électeurs inscrits effectivement sur la liste électorale. Toutefois, ça pourrait avoir un impact sur 2025 si les élus issus de ces élections municipales, de ces élections régionales, locales et régionales, en arrivent à réaliser un travail fort apprécié des populations. Et aujourd'hui, de plus en plus, on constate que les populations commencent à aller vers des hommes politiques qui les portent vers le haut. Donc, ils seront jugés aux résultats. Et ça va permettre, de mon point de vue, à des électeurs de pouvoir peut-être suivre les partis politiques dont sont issus ces élus locaux qui auront bien travaillé. Justin Coulibaly, alors 2023 dessinerait 2025? Moi, je dirais oui. Je dirais oui parce que ces échéances locales vont porter, des personnes à la tête de certaines municipalités ou à la tête de certains conseils régionaux. Et n'oublions pas que derrière ces personnes qui seront élues, il y a un investissement. Investissement en termes de projets, il a dit, investissement en termes de programmes pour améliorer le quotidien des Ivoiriens au niveau déjà local, au niveau urbain, au niveau rural, etc. Et donc, je pense que le citoyen va aller, adouber la politique justement du parti qui met en œuvre, lui, son projet qu'il aimerait voir. Et vous voyez, aujourd'hui, on a des infrastructures qui naissent, etc. Je vois des citoyens qui sont heureux, donc ils peuvent sanctionner positivement
tous ces investissements qui sont faits et ça pourrait préfigurer de 2025, pourquoi pas? Professeur, votre avis, 2025. On est dans la compétition. Oui. C'est le jeu politique. Les hommes politiques, c'est des stratèges. Il ne faut pas penser que nous, on les juge parfois de loin, c'est des stratèges. Quand ils posent un pas, ils savent où ils s'en vont. Ils savent comment ils organisent. Ils sont dans un schéma. Oui. Ils vont tirer les leçons de cette élection. Et ça doit leur permettre maintenant de constituer des leviers pour attaquer 2025. C'est fondamental. Mais ce qu'il faut peut-être dire, parce que nous sommes ici pour quand même comme des lanceurs d'alerte, c'est de dire que quand des gens se présentent à vous, oui, il y a le parti, oui, il y a le vécu, mais il y a surtout le projet. Qu'est-ce qu'il veut faire pour vous? Comment veut-il contribuer à votre mieux-être? Il faut qu'il puisse le dire. Il faut arrêter avec ces candidats que j'appelle le président m'a dit. Parce que si vous allez dans toutes les circonscriptions aujourd'hui, beaucoup vont dire « je connais le président ». Le président dit que parfois c'est vrai. Le président dit que si vous me choisissez, il va faire ceci. Mais ce n'est pas le président qui va développer la mairie de Mans ou la mairie de Bondoukou, je ne sais pas quoi. C'est le maire que vous avez élu. Qu'il vous explique comment, avec qui, avec quels moyens il compte faire telle chose. Et sur cette base, vous le jugez. Mais le président ne peut pas être le fonds de commerce pour lui, celui qu'il va brandir pour dire « si je suis élu, il fera tout ». Le président connaît tout le monde. Même moi. Le président connaît tout le monde. Même vous. Le président, je voudrais qu'on fasse cette question et on fera un tour de table. Non, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Je pense que c'est l'adage qui motive cette démarche-là. Je pense que c'est l'adage qui motive cette démarche. Et si je veux m'inscrire donc dans ce prolongement, je dirais que les uns et les autres, pour ceux qui disent aux populations, le président m'a dit, le président m'a envoyé, ils s'adossent certainement à un bilan reluisant du président de la République et se disant que si le président m'a envoyé vers vous et qu'il a un tel programme, naturellement, si vous votez pour moi, il aura donc ces répercussions-là donc au sein de nos communautés. Mais je veux juste intervenir très rapidement sur le fait qui, pour moi, est très important. Aujourd'hui, quand on mène des enquêtes terrain, quand on essaie d'échanger avec les jeunes au quotidien, quand on essaie d'échanger avec des personnes même en situation de handicap, puisqu'elles sont touchées également par nos actions, ce qui revient aujourd'hui... C'est vrai qu'il ne faut pas les oublier. On parle de diversité. Justement, en situation de handicap, elles ont des droits. Justement. Et ce qui revient au quotidien, c'est que les populations nous disent... On s'en fout des partis politiques. Ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour que mon enfant parte à l'école, qu'il puisse avoir de meilleurs résultats, avoir une éducation de qualité et qu'il puisse être un bénéfice pour moi, de sorte à ce qu'au cours de ma retraite, il puisse m'aider, m'accompagner et donc puisse en tout cas tenir la famille. C'est ça aujourd'hui. Et je pense que ces élections-là doivent permettre aux différents candidats de dire ce qu'ils feront concrètement pour les populations. Je suis solidaire de ce qui a été dit par le professeur Dion. Au niveau éducatif, au niveau de la santé, au niveau de l'amélioration même des conditions, au niveau environnemental, au niveau de la gestion des déchets, au niveau local bien entendu, et ce sur quoi ils comptent réellement pour pouvoir accomplir en tout cas toutes ces belles paroles qu'ils présenteront dans les projets, parce que le projet ne suffit pas en lui seul. Le monsieur il viendra devant vous pour vous dire « Ah mais tiens, je peux faire ça pour vous », mais ce sur quoi il compte réellement pour pouvoir en tout cas améliorer vos conditions de vie. Et je pense que c'est ce qui permettra aux uns et aux autres d'avoir des acquis solides pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 2025. Comme vous avez la parole, on va faire un tour de table. Nous arrivons au terme de ce débat. Donc vous avez la parole. Un message pour ceux qui nous regardent, les candidats et ceux qui vont voter. Un message direct et simple. Un message direct et simple aux candidats, je leur demanderai d'avoir un discours apaisé. Les élections, comme on dit dans le jargon, c'est pas Niaga. On va, soit on est vainqueur ou on perd. Quand on perd, on vient encore une fois donc s'armer de courage, s'armer de force, s'armer donc d'arguments pour pouvoir convaincre les populations. Aux jeunes, 2023 est une année décisive pour nous. Et il faut que nous arrivions à tirer les leçons de tout ce qui s'est passé. Et il faut surtout qu'on se dise que c'est dans un climat apaisé que nous pourrions développer nos communautés. Si nous voulons toujours avoir un système éducatif qui se bonifie de jour en jour, si nous voulons assister donc à la construction de grands chantiers, si nous voulons avoir toujours des grands travaux donc dans nos communautés, il faut que ces élections se passent sans violence. Et je sais pouvoir compter sur vous pour que la Côte d'Ivoire continue de se développer. Merci, Président.
Professeur Dion, très rapidement. Oui, très rapidement, je dirais qu'en démocratie, on est sujet de son histoire, on n'est pas objet de son histoire. Merci, Je professeur. dirais que Pardon, allez-y. tous les futurs sont possibles avec les hommes politiques, parce que chacun vient avec ses propositions. Mais je vais demander aux Ivoiriens de choisir eux-mêmes le futur qu'ils veulent. Il faut changer notre pays. Il ne faut pas changer de pays. Tous ces jeunes qui s'en vont et qui meurent, ils veulent changer de pays? Non, il faut qu'ils restent. Qu'ils travaillent en votant à changer le pays. Et quand ils changeront de pays, ils comprendront que celui qui est habillé de l'habit d'un autre, il n'est pas habillé. Merci, professeur. Justin Koulibaly. Oui, je dirais simplement que nos hommes politiques ne doivent pas oublier les couches marginalisées. Je veux parler des femmes, je veux parler des personnes vivant avec un handicap. Il faut que ce processus de participation soit inclusif. Merci, Justin Koulibaly. Aux hommes Docteur. politiques, je veux leur dire que les élections sont un jeu et ils sont capables d'offrir un autre visage à la Côte d'Ivoire en nous servant des élections pacifiques. Et aux électeurs? Aux électeurs, nous invitons tous les électeurs à refuser d'être manipulés, à refuser l'instrumentalisation qui conduit à des violences. Merci vraiment, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci aux téléspectateurs pour vos questions, votre contribution. Merci également à toutes nos équipes techniques rédactionnelles qui nous ont permis d'être là ce soir. Awassa Wadogo à la réalisation, la Redeba Afi Dosso et toute l'équipe de la DMI avec à sa tête monsieur le directeur Lancinet Koné. La participation citoyenne, mesdames, messieurs, elle est attendue pour ces élections locales et régionales dans un environnement électoral empreint de sérénité, de confiance et de transparence. Que la paix demeure en Côte d'Ivoire. Bonne soirée, à très bientôt.